L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Donc bonjour, je suis ravi de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes la présidente du Rassemblement pour le peuple de France et que vous lancez votre campagne ce soir. Donc à Château-Renard, j'imagine une seconde que vous soyez hôtesse de l'air à Air France. Est-ce que vous mettez ou vous ne mettez pas le voile si vous arrivez à être à Téhéran ? Non, je refuse de mettre un voile qui est un symbole sexiste de soumission de la femme. Donc je soutiens les hôtesses de l'air, qui sont des hôtesses de l'air en général françaises, et qui n'ont pas à subir cette pression. Je rappelle que quand le président iranien est venu en territoire européen, et notamment en Italie, les autorités italiennes ont dissimulé les statues antiques pour ne pas heurter les yeux chastes du président iranien. Je trouve ça profondément scandaleux. Et donc, voilà, nous avons notre culture. Je vous parle de ça parce que dans l'égalité entre les hommes et les femmes. Primaires, j'ai regardé Bruno Le Maire hier sur BFM TV. Il a expliqué que quand il arrivait en Iran avec sa femme, il lui demandait de se voiler pour respecter les coutumes ou la culture locale. D'accord, oui, j'ai été profondément choquée d'entendre que Bruno Le Maire avait accepté de voiler sa femme. Je pense qu'il aurait mieux fait de pas l'emmener dans ce voyage, tout simplement parce que dans les années 1970, en Iran, les femmes étaient en mini-jupe. On voit maintenant ce qu'est devenu ce pays, et je préfère l'attitude de Michelle Obama ou d'autres femmes de personnalité qui sont venues. Je crois qu'il y a eu la princesse du Danemark, qui sont venues et qui ont refusé de même au prix des contrats, même au prix des contrats. Imaginons dans une sorte de miracle que vous soyez au pouvoir, s'il y a des contrats avec l'Iran et qu'on vous demande d'aller à Téhéran et justement pour obtenir ces contrats, on voit Nadine Morano. Vous croyez qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre possibilité de négocier que de se mettre à genoux et de ne pas respecter nos valeurs? Je veux dire donc que nous avons nous une constitution qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons aussi les valeurs de respect des personnes et il faudrait simplement pour la négociation de contrats mettre un voile. Que j'envisage. Oui, mais je crois que vous savez quand il y a des contrats négociés, je crois pas qu'un voile puisse à ce point-là ne pas permettre une négociation de contrat. On parlait de Bruno Le Maire, on va parler évidemment de tous les participants à la primaire, de votre programme et des réflexions qu'on peut faire sur l'actualité d'aujourd'hui. François Fillon qui veut casser la baraque, c'est vrai que ça ne lui ressemble pas vraiment. Ça a l'air de vous faire sourire aussi. Non, mais tout simplement parce que la baraque, comme il le dit, est déjà fortement endommagée par François Hollande et parce que vous savez... C'est un quinquennat de naufrage, a dit Bruno Le Maire. Oui, mais Martine Aubry avait prévenu, elle avait dit que François Hollande avait laissé le Parti Socialiste à l'état de cadavre à la renverse. Et donc, au moment de cette campagne, en 2012, je disais attention, parce que son programme était dangereux pour la France, notamment avec les coalitions qu'il souhaitait faire avec ses partenaires d'extrême gauche et avec les écologistes. Et on voit bien qu'aujourd'hui la France est en mauvais état et qu'elle est plongée dans le déclin. Mais je dis aussi que la Maison France est une maison solide avec des fondations solides. C'est là-dessus que se base François Hollande. Il le fait dire un peu partout sur la croissance qui repart, sur les déficits qui seraient limités, sur les investissements en France provenant de l'étranger qui seraient sur le chemin du retour. Donc il n'a pas du tout le même point de vue qu'évidemment la droite au pouvoir, enfin la droite qui voudrait revenir au pouvoir en 2017. Enfin, vous savez, moi je pense que les Français ne sont absolument pas dupes de ces discours. Je crois qu'il va s'exprimer le 14 avril. Je crois que oui, mais il s'exprime régulièrement, mais je crois que François Hollande est dans un autre monde et je pense que tout simplement que cette Maison France est une belle maison, qu'elle est endommagée, qu'elle est aussi attaquée de l'intérieur, que l'identité de la France est aujourd'hui menacée, sa culture aussi, et qu'il convient de dire la vérité aux Français, parce que je crois pas que casser la baraque soit vraiment la solution, parce que on n'a pas tout à mettre par terre. On a évidemment des acquis sociaux qui sont importants, et notamment ce qui nous a été amené par le gaullisme. Je pense à nos retraites par répartition, auxquelles je suis très attachée, tout simplement parce que je ne veux pas que dans mon pays, nous soyons dans la situation d'avoir des retraités pauvres qui soient obligés d'aller retravailler parce que ces retraités par capitalisation, on voit bien que certains fonds de pension font faillite et que vous avez des personnes de 70, 75 ans qui sont obligées de retravailler. C'est pas ce que je veux pour mon pays. Justement, avant qu'on aborde votre cas personnel, puisque la campagne se lance ce soir, l'affaire des parrainages, etc., je voudrais vous poser encore 2 ou 3 questions qui sont liées à l'actualité. Urvoas, le nouveau garde des Sceaux, a dit finalement, je regarde dans mon ministère, je fouille, il y a plus un centime. Je n'arrive plus à payer personne.
personnes. Or, à droite, je parle pas simplement de vous, les chiffres d'économie budgétaire, c'est entre 100 et 150 milliards. Donc on se demande, évidemment c'est logique, comment va-t-on faire plus d'économies quand on va dans un commissariat, dans un tribunal par exemple, et qu'on voit l'aspect qu'on peut dire dégradé sur le plan financier. Est-ce que c'est vraiment sérieux que vous, comme famille politique en général, vous proposiez des économies aussi considérables dans un monde public qui est dévasté? Non, je crois qu'il y a évidemment des priorités sur la fonction publique, dont on voit bien aujourd'hui que ces priorités ne sont pas là où elles devraient être, et notamment sur les priorités régaliennes. Donc évidemment, moi je suis extrêmement favorable à redonner des moyens à la justice, tout comme à la police. Chiffre des 100 milliards qu'on retrouve chez tout le monde, il n'est pas chez Morano. Non, il n'est pas chez Morano, parce que je trouve qu'il faut dire aussi un langage de vérité, il faudra donner des chiffres qui pourront être crédibles et réalisables au cours d'un quinquennat, et qu'en même temps, il faudra vraiment cibler des priorités. Donc moi je les dirai, je chiffrerai ce programme, je l'annoncerai aux Français, mais encore une fois... le programme Morano, c'est quand exactement? Parce que la campagne démarre ce soir, mais quand est-ce qu'on aura un programme? Déjà ce soir, j'ai déjà donné des éléments de programme au Figaro, quand il a interrogé l'ensemble des candidats, et en même temps, déjà ce soir, je ferai des propositions, donc j'espère que vous m'écouterez avec attention sur différents sujets. Vous savez, moi j'ai construit ma campagne sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est la France, ce qu'est la France aujourd'hui, ce qu'elle sera demain dans son identité. Le deuxième pilier, c'est évidemment le volet économique, sur la compétitivité, la formation. Et le troisième pilier, c'est la France sur la scène internationale et la scène européenne, parce que nous voyons bien aujourd'hui qu'elle n'exerce absolument plus le leadership qu'elle devrait avoir. Et le quatrième pilier, ça sera la gouvernance. Mais et ça, je pense que c'est extrêmement important. Est-ce que le fait d'être déçu du sarkozysme suffit à postuler à la magistrature suprême? Mais arrêtez, déçu du sarkozysme. C'est pas du tout ma motivation. D'ailleurs, vous ne m'entendrez jamais dire que Nicolas Sarkozy a été un mauvais président, comme je l'entends de certains de mes concurrents, alors qu'ils ont été membres de son gouvernement. Je pense qu'il a été un grand président. Enfin, l'affaire de la race blanche chez Ruquier, qui semblerait que vous ayez reçu un texto de Carla Bruni. Non, mais vous savez, nous avons des divergences. Il y a eu celle-là, il y en a d'autres d'ailleurs. Je dois le rencontrer mercredi, donc nous aurons à échanger. Donc c'est la réconciliation. Ce soir, vous démarrez mercredi. Mais écoutez, pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. C'est pas une question de réconciliation. Pour se réconcilier, il aurait fallu vraiment être fâché. J'estime que... Il vous a enlevé la possibilité d'être tête de liste. Oui, je pense qu'il a fait une faute politique et humaine, je l'ai dit. Donc ça me fait pas changer d'avis. Je dis simplement que c'est pas pour cela que je renie ce qu'il a été et l'honneur que j'ai eu à servir la France avec lui. Est-ce que vous allez lui demander mercredi d'avoir les parrainages nécessaires? Non, mais il est président des Républicains. Ok, il faut arrêter de se focaliser sur ces 20 parrainages de parlementaires qui sauront, le moment venu, ce qu'ils ont à faire. Quand ils verront se dérouler la campagne et les idées des uns et des autres, ils prendront leurs responsabilités. Mais sachez que je n'ai même pas envoyé de lettres aux parlementaires où je ne passe pas de coup de fil. Vous pouvez les interroger pour leur dire est-ce que tu pourras me parrainer? Non, je ne fais pas cela parce que j'estime que les parlementaires sont assez responsables pour assumer leurs choix. J'ai déjà les 2500 parrainages de militants. J'ai pratiquement fini les parrainages d'élus locaux. Mon objectif étant d'atteindre les 500 parrainages nécessaires à l'élection présidentielle. Parce il va falloir les parlementaires. Et maintenant, il leur demande maintenant, il leur demande de signer une charte des parlementaires qui prouve qu'ils sont bien. Parce qu'auparavant, on pouvait demander aussi des parrainages de parlementaires en gros de l'opposition. Oui, enfin, je trouve ça illogique. Moi, je partage, j'ai des valeurs qui sont les valeurs de la droite et du centre. Je ne me vois pas aller demander à des députés socialistes de venir me parrainer, puisque de toute façon, je combattrai les idées du Parti socialiste et je les combats déjà. Donc je ne vais quand même pas me faire parrainer par des gens dont je ne partage pas les idées et l'idéal pour la France. Je trouve ça totalement incohérent. Enfin, c'est une quand même considérable que c'est pas très démocratique. Si la démocratie, c'est d'aller piocher chez des gens simplement pour apporter des critères qui ne partagent pas vos idées, c'est pas le sens que je me fais de la démocratie. Mais ça me paraît bizarre de partir à la bataille des primaires sans avoir demandé ou même sondé justement une vingtaine de parlementaires, parce que les gens vont dire finalement Morano elle court. Pourquoi? Mais je crois que mais pardon, la priorité, Monsieur Durand, c'est d'aller à la rencontre des Français, de leur parler. Vous voyez, je vois chaque candidat sur le message qu'ils font passer, c'est tous leurs initiales ou leurs lettres de leur nom. Moi, j'ai choisi de mettre servir la France. Mais moi, je suis en tout petit parce que c'est pas le destin de Nadine Morano qui importe, c'est de servir la France. Et je suis gaulliste. Et donc mon engagement pour la France,
France, il est celui-là. Vous savez, je n'ai jamais rêvé d'être président de la République, je vous le dis, hein. Depuis petite fille ou quand je me maquille les matins, c'est pas une obsession. C'est simplement que je ne peux pas me résoudre à voir la France dans cette situation-là. Et que je me suis dit, écoute, relève les manches parce que c'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit a 71 ans et dans son dernier livre qui est sorti il y a quelques temps, il dit, il va bien falloir que les Français comprennent que nous sommes la fille aînée de l'Église, mais sa petite sœur, c'est l'islam. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Cohn-Bendit par ma voix? C'est-à-dire qu'il va bien falloir accepter que l'islam en France joue un rôle prépondérant. Écoutez, la France a des racines chrétiennes, j'y suis attachée, c'est son histoire, et je pense qu'il faut l'inscrire dans notre Constitution pour que chacun qui arrive en France sache qu'il arrive dans un pays aux racines chrétiennes. Notre République est laïque, et notre République laïque permet justement la liberté des cultes et de penser, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas totalement répondu à la question. J'ai vécu avec... Est-ce que l'islam est la sœur cadette de la fille? Je crois pas que l'islam, elle est une religion, elle est très différente de la nôtre, et je dis simplement que il y a des dérives aujourd'hui et nous voyons bien que nous avons un ennemi. Les 100 quartiers Molenbeek, vous y croyez? Ah oui, non seulement j'y crois, mais quand on regarde aussi même les statistiques, les chiffres de l'INSEE sur la composition de certains quartiers avec un nombre d'étrangers qui sont supérieurs à la population française, ce sont les chiffres de l'INSEE, on voit très bien que l'intégration ne se fait pas dans ces quartiers de manière convenable, qu'on a laissé faire tout et n'importe quoi s'agissant de l'immigration, notamment sous ce gouvernement qui a accéléré les naturalisations. Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants de l'opposition qui vont justement à la primaire et qui considèrent que ces 100 quartiers n'existent pas. Oui, enfin, moi je vais vous dire que quand j'entends Alain Juppé nous dire que c'est de la caricature. Je suis au regret de voir qu'Alain Juppé est dans le déni de ce qui se passe sur le terrain, ou alors qu'il a une forme de naïveté sur ces questions, et que je ne partage pas son analyse sur la vision qu'il a des quartiers, parce que Patrick Kanner a raison, et tout le monde le sait. Des sports et de la ville, Patrick Kanner. Voilà. Et donc tout le monde le sait. Donc c'est vrai que nous avons mis beaucoup d'argent dans ces quartiers, dans la rénovation de ces quartiers, mais c'est vrai aussi qu'il y a des quartiers que j'avais appelés d'ailleurs dans Valeurs Actuelles, puisque j'avais donné une interview en 2013, j'avais dit il y a des quartiers de non-France. C'est-à-dire c'est même pas des quartiers de non-droit, c'est de non-France. On voit très bien que c'est plus la culture française qui est respectée, c'est une autre culture qui s'implante et qui vient en étant une culture de domination par rapport à la culture française. C'est une réalité. Donc le nier, c'est faire preuve de déni. Et quand on est ancien Premier ministre, la première des choses, c'est de ne pas être dans le déni et d'être vraiment dans une politique concrète. Donc je déplore qu'Alain Juppé, sur cette question, soit dans le déni, comme quand il s'exprime sur l'islam. Nous sommes avec des dérives islamistes dans notre pays. J'en appelle à la fermeture des mosquées salafistes. Je pourrais vous faire remarquer qu'il y a peut-être beaucoup de ceux qui font le trafic de drogue qui sont français aussi. Hein. Quel rapport? Je vous ai pas dit que... Non, mais vous parlez mais quand on parlait de Molenbeek, c'était quand même une allusion à la délinquance, au trafic de drogue et au terrorisme. Et au communautarisme, et au développement d'un islam radical. Donc, et dans ces quartiers, dans nos quartiers, ça existe. Donc si on le combat pas, eh bien la France est mal partie, je vous le dis. Et moi, je veux que la France reste la France. Château Renard ce soir, donc le lancement de la campagne de Nadine Morano. Merci d'être venu sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première ce matin. Bonne journée à vous. Il est pile 8h30. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec le rappel des principaux titres de l'actualité. Cette fameuse affaire des Panama Papers. Et puis, bien évidemment, nous retrouverons donc les éditorialistes juste après. Donc, bonne journée.